bienvenue à vous en direct sur Public Sénat, votre émission pour aller plus loin ce soir. Et c'est un entre-deux-tours sous pression et sous tension. La gauche face à la dissidence dans le Grand Est, la droite face au spectre de la division, le Front National face au défi de la crédibilité. Les 5 jours qui nous séparent du second tour seront intenses, tout comme notre débat politique ce soir. Et ces régionales sont le dernier grand scrutin avant l'élection présidentielle. Les stratégies s'affirment et s'affinent. François Hollande, Marine Le Pen, Nicolas Sarkozy ou Alain Juppé. Revue ce soir des points forts et des points faibles en vue de 2017. Enfin, mon invité pour l'entretien est écrivain, éditorialiste. Il analyse l'actualité, vous le verrez, avec distance et ironie très souvent. Patrick Besson pour aller plus loin tout à l'heure. Voilà donc pour le programme. N'hésitez pas à réagir à nos débats et à l'entretien via le hashtag OVPL. Et tout de suite, les repères de l'actualité consacrés entièrement au régional avec Paul Bouffard. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. C'était tout à l'heure sa première prise de parole depuis hier soir. L'appel de Manuel Valls à voter pour les Républicains dans 3 régions où les socialistes sont en difficulté. Un appel sans ambiguïté dans la bouche du Premier ministre. On l'écoute chez nos confrères de TF1. En région PACA, j'appelle à voter pour Christian Estrosi face à l'extrême droite. Dans la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, j'appelle à voter pour Xavier Bertrand face à l'extrême droite. Et dans la grande région Est, Alsace, Lorraine, Champagne, Ardennes, j'appelle à voter pour Philippe Richert face à l'extrême droite qui ne peut pas l'emporter. Voilà une position qui est claire. Il est ce soir l'homme qui refuse les décisions de la rue de Solferino dans la région Grand Est. Le candidat socialiste Jean-Pierre Masseret ne retire pas sa liste pour faire barrage au Front National. Il se maintient. Les explications avec Pauline Dame. L'avertissement de Solferino n'aura pas suffi à le faire changer d'avis. Jean-Pierre Masseret persiste et signe. Le candidat socialiste dans le Grand Est a déposé cet après-midi sa liste à la préfecture de Strasbourg. Nous pensons que c'est en siégeant dans l'Assemblée territoriale que nous pourrons le mieux faire reculer le Front National, en occupant la place dans l'opposition. Parce que nous assumons en effet ce rôle, nous ne serons pas majoritaires. Mais dans l'opposition, on a le devoir de continuer le travail qui nous a réunis. Le président sortant de la région Lorraine était depuis hier sous la pression d'élus locaux et des instances du PS. Un mot d'ordre, se retirer pour faire barrage au FN. Il y a une prise de position du Bureau national, il devra la respecter, point. Au premier tour, Jean-Pierre Masseret remporte 16% des voix, loin, très loin derrière le candidat républicain et le parti de Florian Philippot qui le devance de 20 points. Et notez que ce soir, le premier secrétaire du Parti socialiste assure que des accords entre forces de gauche ont été trouvés dans toutes les régions françaises, à l'exception des 3 où le PS ne sera plus représenté. Jean-Christophe Cambadélis souligne, je cite, que la gauche va faire front. Le Front National en tête dans 6 régions. Direction Hénin-Beaumont, fief du parti et de sa présidente, Marine Le Pen. Elle obtient dans le Nord-Pas-de-Calais-Picardie un score de 40,6%, historique dans cette région traditionnellement à gauche. Reportage de Louis Sibyl et Jordan Klein. Une victoire sans surprise à Hénin-Beaumont, l'un des fiefs du Front National. Dans cette ville, Marine Le Pen bat des records, plus de 59% des suffrages exprimés. Si les politiques veulent reprendre un peu la main, qui s'occupent de nos problèmes. Quelques rares sympathisants socialistes sont déçus du résultat, mais surtout déçus que leur candidat, Pierre de Saint-Ignon, se soit désisté au profit du républicain Xavier Bertrand. Moi je sais une chose, c'est que je n'irai pas voter le dimanche prochain, ça c'est sûr. Parce que tous les sondages ce matin nous disent qu'il faut voter soit à droite, soit extrême droite. Et non, on a un cœur à gauche aussi. Difficile de prévoir si les électeurs de gauche vont effectivement apporter leur voix au Parti républicain. Il y a beaucoup de militants socialistes, militants communistes qui auront beaucoup de mal à voter pour Xavier Bertrand. Les journalistes locaux ne se font pas beaucoup d'illusions. Le duel est déjà joué d'avance. Dans cette ville de 26 000 habitants, le taux de participation n'a été que de 51% seulement, soit 6 points de moins qu'au niveau régional. Autre région où le Front National pourrait bien l'emporter, Provence, Alpes, Côte d'Azur. Marion Maréchal Le Pen a distancé les autres candidats. Duel au second tour face à Christian Estrosi après le retrait socialiste. Reportage le jour d'après à Marseille avec Elisa Bertolomé. Marion Maréchal Le Pen ou Christian Estrosi, voilà le choix qui s'offre aux électeurs de la région PACA pour le second tour.
Le socialiste Christophe Castaner s'est désisté pour faire barrage au Front National. Ce lundi matin pour la gauche, le résultat du premier tour garde un goût amer. C'est la gueule de bois, beaucoup de tristesse, beaucoup d'amertume aussi. Et mon boulot à moi aujourd'hui, c'est faire preuve de pédagogie pour expliquer aux copains et aux copines qu'aujourd'hui la priorité, c'est faire battre Marion Maréchal Le Pen. Une stratégie voulue par la gauche, mais pas toujours comprise par les électeurs. Tu veux que je te dise, c'est quand même une connerie. Il faut les laisser gagner et vous auriez dû rester. Et alors comment tu faisais après? Tu laissais gagner le Front National? On peut pas dire ça, nous? Mais écoute... Si on le met ça, on se maintient et demain tu fais quoi? Je sais. Mais moi, je suis très pessimiste, ils vont passer, hein, c'est con. Hein. Au PS, l'appel à faire barrage au Front National est assumé. On n'a pas le choix parce que si on reste en triangulaire, le Front National passera automatiquement. Et aujourd'hui, est-ce que Estrosi est capable de pouvoir rassembler, même pour gagner la région PACA dimanche soir? J'en suis pas sûr. Le second tour s'annonce serré pour Christian Estrosi. Le Front National bénéficie d'une avance confortable. Même avec le report de toutes les voix de la gauche, le candidat des Républicains n'est pas sûr de l'emporter dimanche prochain. En tête, en PACA, Marion Maréchal Le Pen estime que les Républicains et le PS foulent au pied la démocratie après le retrait des socialistes pour lui faire barrage. On l'écoute tout de suite. Ils sont contraints, au vu du retard, d'additionner leurs faiblesses pour contrer la force de nos résultats. Eh bien, je le dis, il est scandaleux aujourd'hui de priver les électeurs de la juste représentation qui leur est due. La campagne de l'entre-deux-tours est donc bien lancée. Vous analysez ces enjeux, Sonia, avec vos invités politiques. Oui, c'est un entre-deux-tours sous pression et sous tension. La gauche fait donc face à la dissidence dans le Grand Est. Et plus largement, quelle est la réalité de ce bloc de gauche? Est-il en très grande difficulté ou bien les dégâts ont-ils été contenus malgré tout? Du côté des Républicains, la déception est claire, le nini est avalisé, mais les critiques se font jour avant une primaire qui s'annonce très mouvementée. Au Front National, la montée en puissance va-t-elle définitivement s'installer et se confirmer dimanche prochain? L'analyse et le débat avec nos invités ce soir. Mais d'abord, on va écouter, c'était tout à l'heure la première intervention ce soir du Premier ministre Manuel Valls qui affirme assumer ses responsabilités face à la montée du FN. On l'écoute. Ce soir, je m'engage auprès des 10 candidats socialistes ou radicaux de gauche qui, sur 13 régions, peuvent l'emporter parce qu'ils ont réussi le rassemblement de la gauche et des écologistes et qu'ils incarnent la République et le progrès. Mais je réponds très directement à votre question parce que moi j'assume mes responsabilités. C'est la grande différence avec Nicolas Sarkozy, entre nous et Nicolas Sarkozy, entre moi et Nicolas Sarkozy. Quand on est un responsable public, on assume ses responsabilités et on choisit. Il n'y a pas de nini. Et nos invités ce soir, Fabienne Keller, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, secrétaire nationale des Républicains, sénatrice du Bas-Rhin. Nous accompagne également ce soir François Calfon. Bonsoir. Bienvenue, bonsoir. Secrétaire national du Parti Socialiste, conseiller régional Île-de-France. Et Valérant de Saint-Just, bienvenue, bonsoir à vous. Bonsoir. Tête de liste Front National en Île-de-France. Première question, Fabienne Keller. La première pique ce soir, attaque de Manuel Valls, est adressée directement à Nicolas Sarkozy et à son parti, votre parti, pour la stratégie du non-retrait. Vous ne prenez pas votre responsabilité, dit-il. Vous n'êtes pas clair sur ce sujet. Alors la question du retrait, pour nous, se pose uniquement dans une région, c'est Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées. C'est une région où il n'y a pas de risque Front National, puisque les forces de gauche, additionnées de manière habituelle, l'emporteraient très, très clairement. C'est bien cette circonstance-là qu'il s'agit d'éviter. Donc le bureau politique a discuté et a fait le choix de ne pas demander le retrait de son candidat dans cette région. Partout ailleurs, le troisième, c'est le Parti socialiste et c'est la question qui lui est posée de son maintien au risque de faire élire un Front National. Personnellement, est-ce que vous êtes très à l'aise avec cette stratégie du non-retrait, du nini, comme on l'appelle? Pour ma part, j'ai vraiment envie d'appeler au Front républicain des électeurs. Je crois qu'on est bien au-delà des partis. Et le mouvement Les Républicains souhaite accompagner cette dynamique. Et par exemple, dans ma région, où le Parti socialiste n'arrive pas à faire retirer son candidat, qui se maintient une situation incroyablement confuse, on ne sait plus. J'appelle à soutenir tout simplement celui qui est arrivé en deuxième position, comme j'appelle à cette même démarche en Bourgogne-Franche-Comté,
où François Sauvadet est deuxième, il faudrait que la candidate du Parti socialiste se retire, puisque nous avons là un vrai risque Front National arrivé très en tête. Ce que dit Fabienne Keller, vous non plus, vous n'êtes pas tout à fait clair. Non, mais on est parfaitement... Mais non, ils ne sont pas clairs. Je peux peut-être essayer de répondre. Fabienne Keller est extrêmement gênée, on la comprend, parce qu'elle n'est pas de cette sensibilité jusqu'au boutiste. Manuel Valls a raison. Il y a François Hollande qui, dans une période exceptionnelle, a été à la hauteur des enjeux, et malheureusement, nous avons encore vu ce soir un Nicolas Sarkozy qui est juste à la hauteur de sa taille. Voilà la réalité, pardon de le dire. Et donc, mon argument, s'il vous plaît, pardon de le dire. Restons sur le fond. Sur le fond, vous dites qu'il n'y a qu'une région où cela, finalement, pourrait être exigé. Faites-le, faites en sorte que dans la région Midi-Pyrénées-Languedoc-Roussillon, votre candidat se retire. Il n'a aucune chance d'être élu. Ensuite, c'est une exactitude, pardon de le dire, puisque en Franche-Comté, Bourgogne, c'est la candidate de la gauche, parce que vous semblez ignorer que la gauche se rassemble, qu'elle a dirigé l'ensemble des exécutifs ensemble. 100% des décisions qui ont été votées en commun par les Verts, par les communistes, par les socialistes. Donc il faut les compter ensemble. Et dans cette situation, vous prenez le risque, vous le savez très bien, en Franche-Comté, Bourgogne, de faire élire le Front National. Il faudrait que vous puissiez... vous retirer. En ce qui concerne... Pardon, vous êtes tellement gêné. Non, mais juste une chose. En ce qui concerne... Moi, je suis comme... Vous êtes arrivé troisième, c'est à vous de vous retirer. Écoutez, arrêtez de faire de la polémique. Moi, je suis comme Manuel Valls et vous devriez prendre, non pas avec mépris ou dédain, le soutien que nous vous apportons dans la grande région Est, parce que si j'étais habitant de cette région, je n'aurais aucune hésitation à voter pour ce candidat. François Calfon, non pas Fabienne par Keller. mécanique, Regardez, mais par sa personnalité. Regardez Valérand de Saint-Just. J'allais dire, il vous regarde, il attend. Il voit les Républicains et les socialistes s'entre-déchirer. S'entre-déchirer, mais être de toute façon d'accord entre eux, surtout Mme Keller et M. Calfon, sur ce principe du retrait. On est en pleine cuisine politicienne. Nous nous observons ça avec détachement. Vous ne l'êtes jamais, vous. Vous êtes au-dessus de tout ça. Oui, mais franchement, voilà, parce que en plus, je veux dire, on comprend rien. Les électeurs comprennent absolument rien. Essayez de démontrer un instant que quand on a 40% d'électeurs dans une région comme la région Nord-Pas-de-Calais ou la région PACA, on est devenu anti-républicain, anti-constitutionnel, fasciste, etc., etc. Plus personne ne vous croit, plus personne ne vous croit. Alors, vous allez, pour cela, mépriser vos propres électeurs à gauche qui vous ont donné mandat. Vous voulez que nous soyons votre sponsor en nous maintenant. Non, mais... Désolé, Monsieur Valérand de Saint-Just, nous vous offrirons pas cette grâce. Moi, je crois que, par exemple, Marine Le Pen ou Marion seront élus malgré vos activités d'appareil. Et là, vous aurez l'air, comme on dit un peu de façon triviale, particulièrement fin. C'est certain que vous ne serez pas en Ile-de-France. Tout ça en Ile-de-France, on n'y pense pas. Mais tout ça n'aura servi à rien. Et vos électeurs vous ont donné mandat au premier tour d'avoir un certain nombre de conseillers régionaux, même d'opposition, dans les conseils régionaux. Vous avez complètement méprisé cela. Je crois que les conséquences sont très importantes. Je voudrais qu'on écoute ce soir, c'est important, parce qu'il était également l'invité d'un autre 20h, c'est Nicolas Sarkozy. Je voulais vous laisser réagir, François Calfon, le président du parti Les Républicains, qui dit qu'en fait, le Front National n'a jamais été aussi haut quand la gauche était au pouvoir. On l'écoute. C'est vrai. Une fois que la gauche a été au pouvoir, ça s'est traduit par une explosion du vote d'extrême droite ensuite. 3 exemples. 1986, M. Mitterrand fait la proportionnelle. 35 députés du Front National de Jean-Marie Le Pen à l'époque qui rentrent à l'Assemblée nationale. 2002, souvenez-vous, 5 années de Lionel Jospin. Qu'est-ce qui se passe? Jean-Marie Le Pen au 2e tour, la gauche n'est même pas au 2e tour. Et là, 4 années de François Hollande, et c'est une exaspération qui montre dans le pays. Madame Le Pen était face à moi au premier tour des présidentielles de 2012 à 18%, ce qui était déjà beaucoup. En 4 ans, elle passe à plus de 27%, comme vous l'avez dit. Alors, prouvez-nous le contraire, François Calfon. Non, voilà mais 3 dates, pardon, 86, 2002 et les 3 dernières années avec une poussée très importante. Je ne vais pas rentrer dans le petit récit, je dois dire assez laborieux de M. Sarkozy. Il se passe en réalité, y compris dans mon département, un grand remplacement, pas celui que souhaite M. Valérand de Saint-Just, de la droite. J'ai jamais utilisé ce mot-là. Non, mais
de la droite par l'extrême droite. C'est ça la réalité. Et on voit encore, monsieur, la gauche résiste, mais la droite est la droite. Calfon, ça ne vous réjouit pas. La droite, mais je vais jusqu'au bout. La droite est laminée, et nous avons là le leader de ce parti qui, non content d'emmener son camp dans le mur, le fait avec trompette et klaxon. C'est tout, bien sûr, c'est tout à fait incroyable, incroyable. Nous arrivons au terme. Laminée. Ah ben dans des parties, elle disparaît de la carte et du territoire dans des tas de territoires populaires et désindustrialisés. C'est la réalité. Alors, on voit bien, monsieur Calfon, que ça ne vous fait pas plaisir, mais c'est un fait, bien démontré d'ailleurs à l'instant par le président des Républicains. Le FN n'est jamais aussi fort que quand le Parti socialiste est au pouvoir. Oui, mais je voudrais répondre à monsieur de Saint-Just. Vous n'avez pas encore beaucoup d'occasions de gérer. Mais on vous voit à l'œuvre quand vous êtes en situation d'être élu. Vous, par exemple, vous êtes élu en Picardie. Il paraît que là-bas, on ne vous voit pas très souvent. Donc il y a ce que vous promettez aux électeurs et il y a ce que vous faites ensuite. Malheureusement, nous aurons peut-être l'occasion de le vivre, mais je n'arrive pas à imaginer dans ma région européenne que vous allez fermer les frontières, rendre difficile ces transfrontaliers qui vivent de la synergie entre les pays européens. Je ne vois pas comment vous allez développer les pôles de compétitivité, dialoguer avec les entreprises. C'est l'emploi que nos concitoyens attendent. C'est sur ces choses très concrètes et pas des propositions assez peu sérieuses. Il paraît que vous aimez les drones. J'ai lu ça. C'est une proposition précise que j'ai faite dans mon programme. Franchement, et d'ailleurs, il ne faudrait jamais faire de propositions précises dans les programmes. Les Franciliens attendent qu'on améliore la sécurité dans les transports, qui est une compétence de la région. Oui, j'ai fait une proposition précise. Pas qu'on leur parle de généralité nationale, drones, qui ne sont pas de Ce que dit Fabienne Keller, c'est que maintenant, au Front National, vous affichez tous un grand sourire. Depuis ce matin, on peut le comprendre. Vous attendez évidemment dimanche, mais comme on pourrait dire maintenant, les problèmes commence. Pour vous, le grand défi, le pari, c'est de la crédibilité. Oui. On va vous voir à l'œuvre. Oui, mais ne faites pas de procès d'intention. Dans les quelques communes que nous gérons à l'heure actuelle, ça a l'air de se passer très bien. Et je suis absolument certain que dans les régions qu'on serait amené à gérer, ça se passera extrêmement bien. Au vu de votre programme économique qui est à peu près vide, à l'exception de la sortie de l'euro. Il est très rempli. Il est d'ailleurs très critiqué par M. Sarkozy. On dit que c'est un programme dirigiste, colbertiste. On a dit cela de mon programme en Ile-de-France. J'ai fait des propositions très précises en matière d'action économique de la région avec la création de la banque publique régionale. Non, mais pas régionale. Pas régionale, monsieur Calfon. Moi, c'est beaucoup plus précis. On n'a jamais réussi à en parler. On ne parle que des questions d'appareil. On parle de politologie. Vous êtes un homme. Une question précise. Je suis un homme quoi? Vous entendez encore ce soir au journal télévisé de 20h de TF1, Manuel Valls, avec des mises en garde. Encore une fois, il y a ces leçons de morale. Honnêtement, est-ce que cela sert encore d'agiter ce chiffon rouge? Non mais attendez, on va se parler clair. C'est pas un chiffon rouge. Déjà, ces gens se présentent comme tête haute, main propre. Et nous avons en face de nous quelqu'un qui n'a jamais siégé en Picardie, qui était élu et qui est mis en examen dans une affaire de financement du Front National par la Russie, par la Syrie. Mise en examen, c'est pas coupable. Bien sûr, c'est une réalité. On peut le rappeler. Vous racontez n'importe quoi. La justice vous cherche un certain nombre d'éléments sur le micro-parti Jeanne. On le sait. Alors, je vais vous répondre. J'en termine quand même. J'y arriverai pas. Donc simplement, il n'y a pas. Madame Keller a eu raison de faire preuve de l'incompétence. Je pense à Vitrolles, je pense à toutes ces mairies où ça s'est terminé dans le drame à Toulon. Mais non, je vous parle des mairies actuelles. Aux citoyens, puisqu'après tout, vous étiez les premiers à raison sans doute de dénoncer M. Cahuzac. Nous avons le droit de dire que la justice cherche des explications quant au financement du micro-parti Jeanne par des pays comme la Syrie, comme la Russie. Nous avons le droit. Vous étiez l'avocat de la culpabilité, s'il vous plaît. On le dit à donc, je pose des questions. Monsieur Calfon, on a le droit de poser une question à celui qui se présente devant les électeurs. Posez-moi toutes les questions que vous voulez, mais posez-moi des questions précises. Pas tellement me faire des leçons de morale par le représentant du Parti socialiste. Vous êtes un des partis les plus corrompus qui ait jamais existé. Oui, je suis mis en examen. Ah, bah voilà. Nicolas Sarkozy a été mis 4 fois en examen. Je vais à nouveau être mis en examen. Je vais à nouveau être mis en examen sur la plainte de Madame Cosse en diffamation. Les mises en examen, vous connaissez peut-être pas très bien le métier. C'est automatique. Mais si, ce sont des formalités absolument. Moi, je vous propose en Ile-de-France de choisir l'autre candidate, Valérie Pécresse, qui
parle aux franciliens de ce qui les concerne, de l'emploi, des transports, de l'écologie, de la qualité de l'air, contrairement aux disputes du Parti socialiste et du Mais Front moi, je National. réponds aux questions de monsieur Calfon. Madame, messieurs, Et on pourrait vous très avez bien répondu. parler- Il y a un autre thème. François Calfon, l'une des informations confirmées de cette journée, c'est le maintien de Jean-Pierre Masseret dans le Grand Est. Et avant que vous dénonciez cette dissidence, moi, je voudrais vous poser la question. On a écouté très attentivement Manuel Valls ce soir, qui a dit et qui a évoqué la dignité des autres candidats socialistes qui se retiraient. Au-delà de la dissidence de ce candidat, pourquoi le traiter ainsi? Pourquoi ne pas l'écouter? Jean-Pierre Masseret, il dit que c'est un militant socialiste depuis toujours. Oui. Il dit que se retirer, cette stratégie de Il a l'évitement été ne sert président du Conseil régional. à rien, puisque le Front National monte et grimpe à chaque fois d'élection en élection. Est-ce que son raisonnement est vraiment absurde et même indigne, comme pourrait le dire le Premier Ce n'est ministre? pas une question d'indignité, je l'écoute. C'est le mot qu'il a employé. Je l'écoute tout à fait, mais je ne l'entends pas. Voyez-vous, notre attitude, et c'est ce que nous cherchons à avoir, et nous réussissons, puisque les Français nous en sont gré, c'est d'avoir une attitude digne en la période. De la même façon que Claude Barthelone, c'était un risque électoral important, a finalement arrêté sa campagne pendant 2 semaines parce que les Franciliens, les Parisiens étaient traumatisés. Les électeurs nous ont salués pour cela. Nous sommes dignes et de manière unilatérale, puisque vous voyez que les Républicains ne prennent pas ce type de responsabilité. Quant à M. Masseret, et qu'il considère que la politique est finalement quelque chose qui est d'ordre patrimonial et qu'il est accroché à son poste et qu'il doit le rester Non, il sait très coûte bien que qu'il ne coûte, vaille que récupérera vaille. pas. Il prend ses responsabilités, Non, mais voyons. pour nous, il n'a plus l'investiture socialiste. Nous sommes absolument clairs et ça n'est pas un cas individuel. Alors sans doute louable, Madame Mabrouk, sans doute pour sa propre vision, son propre cheminement, qui est un cheminement personnel, mais qui ne correspond absolument pas aux attitudes claires et dignes que nous maintiendrons. Et ce qui ne veut pas dire pour autant Calfon, il y a que le 16%, Front républicain serait l'alpha et il y l'oméga. a 16% d'électeurs là-bas qui lui ont donné. Faites-vous le mandat. l'avocat de M. Masseret? Mais oui, bah, pourquoi pas. Oui, Monsieur Masseret a une attitude, à mon avis, parfaitement démocratique. je vois 16% d'électeurs Mais je voudrais qui lui vous poser- disent voilà. soyez l'opposition au Conseil régional. Et vous, à Solferino, vous êtes en train de lui dire on vous retire après coup. Vous voyez, plus vous approchez de Attendez, M. la Masseret, question, jamais François vu. Calfon. Monsieur Valéran de Saint-Just, François plus Calfon, vous la vous approchez question de à M. présent est de Masseret, savoir plus je quel m'en sera- éloigne. Très François bien. Calfon. Au-delà de M. Masseret, on n'a pas passé tout le débat. On a posé la question, on a eu vos réponses. La question maintenant, c'est quelle tonalité pour cet entre-deux tours? Sur quoi vous allez, les uns et les autres, aider les candidats qui font campagne? Et vous faites campagne. Fabienne Keller, vous avez évoqué tout à l'heure, et vous avez eu de nombreuses réactions, le programme économique du Front National, qui sera un élément important, puisque l'une des compétences de cette région, et Dans le enfin, cadre on a des l'occasion régionales, oui. d'en parler, la compétence de la région, elle est quand même économique, même si le budget n'est pas très conséquent. Donc ça va être un point important. Absolument, et avant les attentats, on sait bien que c'est la question du chômage dont parlaient le plus les Français, une priorité absolue, un programme après les économique du attentats Front aussi. National qui ne tient pas debout. Mais Je me permets de vous le dire pourquoi dites-vous ça tout simplement, Pourquoi là où il s'agit de travailler en synergie avec les pays limitrophes, de s'insérer dans une Non, parlons économie un peu d'Île-de-France, européenne et ouverte. Oui. L'Île-de-France, plus que d'autres encore, est une Mais oui, région mais il y a aucun ouverte problème sur de les travailler pays en synergie riverains. avec tous les pays Il et toutes les s'agit de provinces. construire la politique de formation professionnelle. Oui. Et pourquoi vous d'épauler pensez les que le Front lycéens. National n'est pas crédible face à tous ces sujets? Bonne question. Qu'est-ce qui vous permet de dire cela? Puisqu'ils n'ont pas J'ai encore lu le programme géré ce- économique voilà. du Front National. Il ne tient pas la route. Vous Programme proposez. national, mais vous répétez toujours, il ne tient pas la route. Mais Dites un peu. la politique économique Attendez. est construite au niveau national, puis mise en œuvre dans des schémas au niveau régional. J'imagine que vous déclinerez les mêmes principes au niveau régional. Non, bah oui, Ils ne mais tiennent pas la... on ne oui, parle non, pas vous des ne savez questions pas. d'euros. Allez, de la réponse de je Valéran propose- Saint-Just et puis François Je Calfon. propose de se rassembler autour des candidats républicains. Je Mais pense ça, à on a Philippe compris, Richer hein, c'est de la en tautologie. particulier, dans la région Alca qu'on a évoquée tout à l'heure. Et je crois que les électeurs se rassembleront tout naturellement autour du candidat Valéran Saint-Just, Ouais, moi j'ai une attendez. question Placé en précise. deuxième Attendez. Moi, j'ai une Regardez, on connaît expérience. votre J'aimerais pouvoir programme. parler d'Île-de-France. On J'ai une connaît votre expérience programme en salle des économique. drones, j'ai une Non, autre François Calfon, s'il vous J'ai une plaît. expérience ancienne de conseiller régional et j'ai beaucoup toujours été spécialisé en matière d'action économique. J'ai toujours considéré que les régions n'allaient pas jusqu'au bout de leurs compétences et restaient au milieu du gué. Oui. Je pense qu'une action économique de la région en faveur des entrepreneurs, en faveur de la trésorerie des entreprises, alors que les banques ne font plus rien du tout, serait beaucoup plus efficace. Vous Mais êtes c'est une excellent dans les proposition. constats, Si elles comme étaient, toujours. si elles Bras étaient, dans l'action. si elles étaient régies par un organisme
qui aurait les droits et les devoirs d'un organisme bancaire, Ça, la c'est région l'une de étant vos toujours propositions. tutelle et toutes les décisions étant clair. soumises au vote de la région. C'est une proposition technique, précise et qui me semble être extrêmement et qui est efficace. soumise Voilà. au débat. François Truffaut, moi j'ai une question. Maintenant, à partir de ce soir, c'est un entre-deux-tours. On l'a vu, Oui. sous tension, sous pression. Vous soutenez évidemment le candidat Claude Barthelin en Ile-de-France. Sur quoi allez-vous faire campagne maintenant, précisément, contre notamment M. Valéran de Saint-Just? Alors, juste, on va essayer de répondre sur le fond, parce que moi, s'il vous plaît. s'il y a un point sur lequel je rejoins Valéran de Saint-Just, c'est qu'il faut parler du fond et des propositions. Voilà. En Ile-de-France, il y a deux visions de l'Ile-de-France qui s'affrontent. Il y a une vision qui consiste à finalement lutter contre les disparités régionales. C'est par exemple notre politique du logement. Il faut construire des logements et non pas éviter d'en construire comme Mme Pécresse souhaite le faire en favorisant ceux qui sont en contravention avec la loi SRU. Non, En ce qui concerne, faut s'il vous plaît, évoluer. juste, je termine, s'il vous plaît, vous m'avez souffrez que coupé nous parlions des propositions. de En ce qui parole concerne en M. quelques Valéran de minutes. Faut Saint-Just, respecter les classes s'il vous moyennes. plaît, en ce qui concerne M. Valéran de Saint-Just, proposition. comment nous relions cette Île-de-France, qui est à la fois la région la plus riche de France et dans laquelle il y a le plus de disparités de richesse. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais c'est terrible. Alors, Monsieur Valéran... Vous C'est pouvez pénible, conclure, hein. Monsieur Valéran de Saint-Just est contre le projet du métro du Grand Paris, qui est un projet d'attractivité et de rayonnement. Je ne peux pas rentrer dans la campagne. Mais d'accord, Il est très intéressant c'est d'Île-de-France. Sonia Mabrouk, on dit, vous êtes dans les grands principes et dans la tautologie. On rentre dans des enjeux Vous demandez stratégiques. la tonalité de la campagne. La Vous m'avez tonalité, répondu nous sur les sujets rassemblons du quotidien. et nous ne sommes pas sur l'accroissement des Allez, divisions, de la en peur guise de et la conclusion. xénophobie Non, que vous, mais qui non, vous on anime. parle du Grand Paris, on ne parle pas de xénophobie. Vous venez de l'abandonner en partie avec votre accord avec les Verts. Hein. Sur Ah ben si, sur le plateau de Saclay, patates, c'est extrêmement important. Messieurs, vous allez me permettre de poser une question en guise de conclusion et je vais le faire avec ou sans votre accord. Je voulais vous demander si vous pouvez répondre en un mot, c'est compliqué, mais si vous pouvez le faire. Selon vous, ce premier scrutin, qu'est-ce qu'il traduit de notre pays? S'il y avait un mot pour le décrire, la société actuellement telle qu'elle a voté, la peur pour vous? La peur dont il faut sortir absolument. La colère et le désespoir. La grande difficulté de vivre dans au moins 200 quartiers d'Île-de-France. Merci beaucoup pour ce débat. Merci à vous. Restez avec nous, la suite de votre émission. Et dans la continuité justement de ce débat, on va se pencher ce soir bien sur la corrélation entre le vote FN et la situation économique et sociale des régions. C'est l'édito ce soir. Et on va donc comparer ce soir la carte des résultats du premier tour des régionales avec celle du chômage et des poches de pauvreté dans notre pays. Bonsoir Jean-Luc Gombaud. Bonsoir Sonia. Alors avant de voir tout cela en détail, au niveau régional et local, est-ce qu'au niveau déjà national, Jean-Louis, il est admis, il est prouvé que la poussée du chômage explique en partie également la poussée historique du Front National? En partie. D'abord, la semaine dernière, on avait déjà deux mauvaises nouvelles. Enfin, il y a 15 jours, deux mauvaises nouvelles. Les chiffres d'octobre du chômage, 40 000. Plus la semaine dernière, on a eu le taux de chômage qui était porté à 10,2%, qui rejoint donc ses maximums. Et effectivement, ça a dû jouer quelque part sur les résultats électoraux. Si on voit maintenant la tendance à moyen terme, on s'aperçoit quand même qu'il n'y a aucune inéluctabilité à la progression du Front National comparé avec les statistiques du chômage. Par exemple, à la deuxième partie des années 2000, quand le taux de chômage est passé de 9 à 7%, le Front National a eu sacrés problèmes électoraux. Il reprend du poil de la bête avec la crise de 2008. À partir de 2010, on voit le Front National quelque part renaître et effectivement, grâce en partie, à la hausse du chômage qui, effectivement, la nourrit. Donc il y a quand même, sur le plan global, une corrélation entre les deux indicateurs. Et Jean-Louis, alors, est-ce qu'il y a une corrélation entre le vote FN et la situation économique et sociale difficile de certaines régions françaises quand on se place à l'échelon local? Alors là, c'est plus compliqué, parce qu'il y a des grosses différences. D'abord, on a créé des méga-régions. Et comme on a créé des méga-régions, plus les régions sont grosses, plus effectivement leurs indicateurs en moyenne a tendance à rejoindre la moyenne nationale automatiquement. En plus, vous avez des facteurs locaux. Vous prenez par exemple l'Alsace, 8,8% de taux de chômage, et Haut-Rhin, je parle de Alsace, ancienne formule, si je puis dire. Et or, le Front National marque des points année après année au fur et à mesure des élections. Mais concrètement, quand même, quand on regarde les grosses masses, évidemment, les deux choses les plus spectaculaires, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais et PACA. Et effectivement, là, Madame Le Pen font plus de 40%, et le taux de chômage est de l'ordre de 11,5, 12,5. Donc, il y a incontestablement un rapport. Si on regarde, par exemple, un autre domaine, entre Bretagne, Auvergne et Rhône-Alpes, oui. Vous avez un taux de chômage qui est de l'ordre de 9%. Vous comparez avec Languedoc-Roussillon,
où là vous avez un taux de chômage de 13%. Là, M. Alliot fait 32%, et dans Bretagne et Rhône-Alpes, vous avez un score qui est beaucoup plus bas. Donc il y a quand même une corrélation. Par contre, ça ne marche pas à tous les coups. Par exemple, vous regardez un autre secteur, par exemple excusez-moi. Non, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, il n'y a pas une corrélation évidente. Il y a une corrélation générale, mais il n'y a pas, quand on regarde les secteurs locaux, ce n'est pas systématique. Ce qui veut dire qu'en réalité, le vote Front National est un vote national et global. Un vote de ras-le-bol. Ras-le-bol des impôts, ras-le-bol du chômage, ras-le-bol de l'immigration, ras-le-bol de la sécurité. Et donc, on n'arrive pas à pondérer et de savoir exactement quel est le facteur majeur, chômage ou impôt. C'est extrêmement difficile à savoir. C'est-à-dire que l'économie ne peut pas tout expliquer. Et d'ailleurs, elle n'arrive souvent même pas à s'expliquer elle-même. Merci beaucoup pour cette analyse, Jean-Luc Gombault. Il est 22h30. Eh bien, on fait un nouveau point sur l'actualité consacré au régional ce soir avec Paul Bouffard. C'est un chiffre qui ne laisse pas indifférent. S'il a voté, 1 jeune sur 3 a glissé hier soir dans l'urne. Un bulletin Front National, 33% des voix des 18-24 ans l'ont été en faveur du FN. Sondage Harris Interactive. Notez aussi que le premier parti chez les jeunes reste lui de l'abstention. 64% d'entre eux n'ont pas voté selon le même sondage. Chez les Républicains, maintenant, presque tout le monde soutient la stratégie de Nicolas Sarkozy. Ni retrait, ni fusion. Réunion du bureau politique aujourd'hui. Il n'y a guère que Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Pierre Raffarin qui expriment une ligne différente. Les détails avec Quentin Calmet et Sophie Normand-Couturier. Retrait ou fusion des listes, la question ne se pose qu'en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, où le candidat Les Républicains est en 3e place. Et à la quasi-unanimité, le parti répond non. Nous avons fait campagne pendant des semaines et des semaines pour dénoncer la mauvaise gestion des équipes socialistes à la tête des régions. Et pour dénoncer aussi la politique gouvernementale. Si nous ne voulons pas tomber sous le coup d'accusations de magouille partisane, on ne va pas changer d'avis du jour au lendemain. Seuls Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Pierre Raffarin se sont prononcés contre cette ligne du Nini. Et moi je pense qu'il faut être très clair que la situation est extrêmement grave, que le pays est à la dérive et qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est mettre de l'autorité dans notre démocratie et pas courir derrière les électeurs de telle ou telle famille politique. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est nous mobiliser pour sauver la République de cette dérive. Une voix discordante, même si comme lui, ils sont plusieurs ténors à vouloir ouvrir le débat sur la stratégie du parti dès la fin du second tour. Et je souhaite pour après-demain que nous soyons très conscients de ce double énoncé des Français, l'échec de la gauche, mais aussi l'échec et l'impuissance de la droite, telle qu'elle s'est présentée jusqu'à présent et telle qu'elle persiste en elle-même depuis 2012. Pointé du doigt, Nicolas Sarkozy, certains cadres du parti critiquent l'ancien chef de l'État et déplorent l'absence de leader légitime. Une région singulière que la Bretagne dimanche prochain là-bas. Pas de suspense, la gauche est en bonne voie pour conserver la région. Le ministre candidat Jean-Yves Le Drian affiche aujourd'hui une sérénité qui tranche avec les tensions de la campagne. Reportage à Rennes de Samia Dechir, Jérôme Rabier et Géraldine Bavoilot. C'est tout sourire que Jean-Yves Le Drian a ouvert ce matin sa première réunion d'entre-deux tours. Bon, allez. Avec près de 35% des voix, il devance largement ses adversaires. Dès hier soir, il a enfilé son costume de candidat ministre en guerre contre l'extrême droite. La démocratie est la plus forte des ripostes contre le terrorisme. Et c'est aussi la plus forte des ripostes contre les extrémismes. Large débâcle en revanche pour la droite. Marc Le Fur, avec moins de 24% des voix, accuse plus de 10 points de retard. Ces résultats, nos résultats, ne sont pas à la hauteur de nos espérances, mais ne sont pas davantage à la hauteur de la situation. C'est pour ça que j'appelle à un sursaut démocratique et un sursaut breton. Un sursaut de droite peu probable vu le peu de réserve de voix. À gauche, en revanche, les jeux sont ouverts. L'enjeu aujourd'hui, c'est encore les négociations avec Europe Écologie Les Verts, qui pourraient fusionner avec la liste de Jean-Yves Le Drian. Même si Jean-Yves Le Drian dit que les places vertes sont déjà occupées, elles ont déjà été mentionnées dès les bulletins au premier tour. Autre enjeu, celui du troisième tour. S'il est élu, Jean-Yves Le Drian dira le 18 décembre comment il compte présider la Bretagne depuis Paris et surtout avec qui. Et puis, notez cet avertissement, il vient de Matteo Renzi, le chef du gouvernement italien. Vous le découvrez à l'image sur son compte Facebook.
Il écrit que l'Europe doit changer. Sans une vision stratégique, surtout en matière économique et de croissance, les forces populistes vont gagner. Très préoccupé, le président du Conseil italien réagissait au lendemain des régionales en France. Place au second débat de ce soir, les régionales, étape pour un autre scrutin, celui de 2017. Quelles sont les stratégies des ténors politiques? Élément de réponse, Sonia, avec vos invités. Oui, et ce scrutin régional, je vous le rappelle, c'est le dernier scrutin avant la présidentielle. Il intervient tout juste 16 mois avant l'élection de 2017. Pour ceux et celles qui sont dans la course, c'est donc une étape primordiale. On va insister ce soir sur la stratégie de Marine Le Pen, celle de François Hollande et à droite, Nicolas Sarkozy et Alain Juppé. L'analyse et le débat avec nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, on va s'arrêter ce soir sur la réaction des médias à l'international. Comment ont-ils vu cette élection et ce scrutin? Regardez, c'est un sujet de Mounir Soussi. L'onde de choc a traversé les frontières. Le score du Front National est à la une de toute la presse européenne. En Grande-Bretagne, le Times met un des visages de la soirée à la une. Marion Maréchal Le Pen, incarnation familiale de la poussée de l'extrême droite. En Belgique, frontalière de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, le soir compare la progression du FN à une marée noire et constate que les sondages se sont confirmés dans les urnes. Le score d'hier soir installe le FN dans le siège du premier parti de France pour El País. Le quotidien espagnol insiste sur le recul de la gauche qui, à cause de son absence d'unité, pourrait être rayé de la carte au second tour. Pour le journal italien Il Tempo, le résultat du parti de Marine Le Pen constitue une révolution française, mais les jeux ne sont pas faits. Le second tour est loin d'être acquis au FN. Autre journal transalpin, Il Corriere della Sera souligne que la fin du Front républicain ouvre une nouvelle ère dans l'histoire politique française et s'inquiète d'un recul de la construction européenne en cas d'installation de l'extrême droite. Et nos invités ce soir, Éric Fotorino, bonsoir et bienvenue, directeur de l'hebdomadaire Le 1. Nous accompagne Philippe Gouliot, bonsoir Philippe, bonsoir, rédacteur Sonia. en chef du service politique du Figaro. Avec nous, Soazic Kemener, bonsoir. Bonsoir Sonia. Journaliste politique à Marianne. Et Jean Garrigue nous accompagne, bonsoir. Bonsoir bienvenue, Sonia. historien, spécialiste d'histoire politique. Madame, messieurs, avant de parler justement des différentes stratégies, un mot sur le regard des médias, Philippe Gouliot, à l'international par rapport à ce qui s'est passé. On avait vu l'un des journaux titré La Révolution française. Oui, j'étais très surpris par ce titre quand même, j'avoue que je ne l'avais pas vu. C'est peut-être un peu excessif quand même, on espère que ça ne sera pas le cas. Mais certains disent que c'est un parti révolutionnaire. Oui, par certains côtés. Révolution nationale. Oui. Oui. Mais cela dit, il est certain que les élections régionales françaises ont passionné l'Europe. Et ça a des conséquences en Europe, certainement. Si jamais ces élections annonçaient d'autres élections à venir, il est certain que ça changerait la face de l'Europe. Oui, passionné, intrigué et peut-être même sûrement inquiété. Éric Fotorino, comme nous, lorsque l'on justement on débat et on analyse les mouvements dits, entre guillemets, j'aime pas trop le mot, mais populistes ailleurs en Europe, eh bien ils ont ce même regard aujourd'hui sur nous, même accentué. Bien sûr, parce que la France, effectivement, c'est le pays des libertés, c'est le pays des droits de l'homme, c'est toute cette symbolique qu'on a d'ailleurs, que les partis classiques ont un peu abandonné ces dernières décennies, on pourra en reparler. Ça fait qu'effectivement, le symbole est plus fort. En plus, les régions ne sont pas exactement les mêmes régions que celles qu'on avait reconfigurées en 2010. Ça veut dire que c'est des régions États, quasiment des régions, non pas nations, mais qui sont aussi grandes pour certaines que certains petits pays. Donc effectivement, la dimension, le fait que c'est plus grand, je crois que ça joue aussi beaucoup. Est-ce que Soazic Kemener, le Front National, pour nous, par rapport aux autres pays européens, c'est une singularité, peut-être même une exception française? Quand on voit les autres partis qu'on pourrait comparer, ils n'arrivent très rarement ou jamais à un tel score. Là, c'est un vote qui n'est plus protestataire. On peut le dire maintenant, c'est un vote d'adhésion, on peut débattre, mais il est totalement installé. On voit rarement ça dans les autres pays européens. Oui, c'est vrai que la particularité européenne qu'on a pour l'instant surtout explorée dans les temps récents, c'est Syriza, par exemple. On regardait, c'était à la gauche de la gauche. On regardait aussi ce qui se passait en Espagne. Et là, c'est vrai que on est en France dans un phénomène tout à fait particulier et qui vaut justement l'attention de nos confrères européens qui se demandent ce qui se passe. Et puis c'est le thème de l'émission ce soir, à 18 mois de la présidentielle. Et ce premier tour des régionales est très inquiétant à cet égard-là. Avant de parler des stratégies, Jean Garrigue, votre regard sur le regard justement des médias étrangers? Je dirais qu'il y a quand même des régions italiennes qui sont dirigées par la Ligue du Nord, ex-Ligue lombarde. La Vénétie, par exemple, M. Zaia, ou Cazzaia, je crois. Donc, il y a une familiarisation européenne avec le discours populiste, en tout cas. Alors, il y a des formes de populisme différentes selon les pays. Bon, il
y a la Hongrie, il y a les anciens pays du bloc de l'Est qui commencent à avoir une histoire populiste assez forte. Donc il y a une singularité française, parce que le Front National correspond aussi à une histoire spécifique de l'extrême droite, de la droite populiste, ce qui revient un peu au même, mais bon, c'est aussi un phénomène européen. Moi, ce qui me frappe aussi, c'est vrai qu'on retrouve ces phénomènes-là et ces partis populistes en Europe, mais ce qui frappe quand même, c'est que c'est la durée de vie et de survie et de progression du Front National. Oui. Il est maintenant installé profondément dans la vie politique française. Et face à cela, quelle stratégie? Alors on va commencer par parler, Éric Fontanier, de François Hollande. C'est peut-être celui dont on parle le moins en ce moment. Mais bien sûr, il est à la manœuvre, le président, pour un entre-deux tours sous pression. Et au-delà, le président fait ses calculs pour 2017. On dit beaucoup que sa stratégie maintenant, c'est « moi, le rempart ». Est-ce que c'est le cas? Alors, en tout cas, celui qui voulait être l'autre rempart, c'est-à-dire Nicolas Sarkozy, ne l'a pas été, en tout cas à l'issue de ce premier tour. Celui qui disait « moi contre le FN », c'est moi qui d'ailleurs historiquement est le premier l'ai fait baisser, ça n'a pas été le cas. Donc François Hollande peut se réjouir effectivement d'une certaine manière, relativement, tout est relatif dans cette discussion, mais peut se réjouir d'une certaine manière des résultats, surtout si la semaine prochaine, l'Île-de-France restait à gauche, si quelques régions comme ça se consolidaient, notamment sur l'ouest de la France. Maintenant, il est face à une histoire qui vient de loin. C'est-à-dire que le FN, c'est quelque chose, vous l'avez dit très justement, dès 2005, le référendum européen, on voit bien qu'on n'est plus gauche-droite. Et d'ailleurs, le FN le dit bien, c'est ni gauche ni droite, c'est français. Et je crois que et Hollande et les autres vont devoir revoir complètement pour comprendre qu'aujourd'hui, c'est est-ce qu'on veut une société ouverte et est-ce qu'on la veut fermée. Et je crois que ce qui est dramatique dans les réactions des principaux dirigeants politiques ces jours-ci, c'est de voir qu'ils sont encore dans du politicien et qui n'ont pas vu qu'effectivement, la société ouverte, qu'est-ce que c'est? C'est celle qui accepte la globalisation, c'est celle qui accepte l'Europe, c'est celle qui accepte une société mixte, cosmopolite. Qui n'en a pas peur, en tous les cas. Et qui n'en a pas peur. Qui accepte de se remettre en cause. Et aujourd'hui, le FN, ce sont des gens qui ont dit non, nous, on veut fermer les frontières, on veut être, parce qu'on veut que ce soit Paris qui décide et pas Bruxelles, on veut pas les délocalisations, on veut pas une atteinte à notre identité, ce qu'ils perçoivent comme une atteinte à leur identité. Donc si vous voulez, Hollande, peut-être qu'il peut se dire, faire des calculs comme ça, de dire oui, c'est bien pour moi, mais globalement, cette page, il va falloir la lire très attentivement avant d'en écrire une autre. C'est très important ce que vous nous dites. On a bien compris que le clivage droite-gauche, il faisait un petit peu partie du passé, mais Jean Garrigue, c'est aussi deux visions de la société et il faut que les politiques l'appréhendent maintenant. Écoutez, j'ai un exemple très précis. Je trouve que j'ai participé à la soirée des élections régionales dans la région de Centre-Val de Loire et à un certain moment de la soirée où les débats devenaient animés, le représentant du Front National, qui est d'ailleurs en très bonne position, ce qui n'était pas prévu, a dit, ben voilà, nous, il y a d'un côté les souverainistes, nous sommes les souverainistes, les nationalistes, ceux de la fermeture, et puis de l'autre côté, vous, les mondialistes, tous les autres, les mondialistes. Donc ça, effectivement, ça interpelle la classe politique aujourd'hui, et ça, d'une manière ou d'une autre, ça conditionne ce que devrait être une recomposition politique qui tienne compte précisément de ces nouveaux rapports de force. Expliquez-nous, Philippe Goulios, Soisy Kemener, ces responsables politiques, ils ont de l'expérience, ils ont de la bouteille, comme on dit, ils savent tout cela, tout ce que l'on dit. Pourquoi est-ce qu'ils ne s'approprient pas ce genre de discours entre les deux sociétés? Pourquoi reste-t-il, comme on l'a entendu ce soir entre Manuel Valls et Nicolas Sarkozy, bien sûr, sur des postures, chacun se renvoyant à l'autre la responsabilité? Moi, je serais assez sévère finalement. Je pense malgré tout que les hommes politiques, depuis pas mal de temps, n'ont peut-être pas assez travaillé, n'ont peut-être pas assez étudié ces évolutions de la mondialisation, ces évolutions sociologiques. La France a beaucoup changé depuis 20 ans, depuis 30 ans. Alors on en parle, on lit des études, on lit des livres éventuellement, mais on a l'impression que les hommes politiques, de droite comme de gauche, ça je pourrais réserver des baffes aux uns comme aux autres, n'ont pas fait ce travail et qu'au fond, peut-être que Marine Le Pen, elle l'a fait. Elle a pris conscience de ces changements avec beaucoup d'opportunisme et elle a étudié la sociologie,
l'économie, tous ces bouleversements géographiques concernant la vie des Français, les gens, ce qu'elle appelle les oubliés, voilà, elle s'adresse à eux. Les autres, au fond, on a toujours dit ça, elle l'impression... fait le bon diagnostic, mais qu'en est-il des solutions? Absolument, absolument. Mais on a l'impression que les autres, finalement, n'ont pas fait ce travail, qui est un travail de fond, une analyse de fond de la société, et finalement, ils payent ça, parce que bon, ils ont tous un côté conservateur, on veut garder notre poste, nos fonctions, et il n'y a qu'à voir, malgré tout, quand on regarde les tribunes des meetings de la droite et de la gauche, bon, ben, au fond, on a souvent quand même que des vieux messieurs en gris, pas beaucoup de femmes alors que c'est des élections paritaires. Il manque quelque chose. Il y en a eu quelques-unes qui ont fait de bonnes campagnes. C'est vrai que ça peut être toujours mieux. Et justement, je pense que partout, à droite comme à gauche, les régions où les listes étaient un peu plus renouvelées, et ben ça a mieux marché. J'ai l'impression que vous nous parlez, Swazik Kemener, vous êtes d'accord, elle est assez sévère, hein, l'analyse de Philippe Goulot, d'un vieux monde. Mais je trouve qu'elle est très juste, votre analyse, parce que justement, j'ai regardé sur TF1 et sur France 2 ce soir Manuel Valls et Nicolas Sarkozy qui se répondaient, et puis on a l'impression qu'ils se partagent encore le même gâteau, c'est-à-dire ils se disent qui des deux camps va être présent pour pouvoir être au second tour face à Marine Le Pen. Et Marine Le Pen, en fait, être face à Marine Le Pen, être seule face à Marine Le Pen, c'était jusqu'ici la garantie de gagner. Donc ils ont joué avec ça pendant des années. On est resté en fait dans le logiciel de 2002. Tout simplement, on fait un fonds républicain, hop, et Jacques Chirac gagne. On est encore dans cette... Les hommes politiques qu'on côtoie tous les jours sont toujours dans ce logiciel-là. Et je pense qu'une élection comme celle-ci devrait les faire réagir davantage. On est à des scores qui sont historiques pour le Front National. Il est important de le dire et de le répéter. On est à 3 fois le score des dernières régionales en 2010. L'autre chose aussi qui est important de signaler, c'est que depuis 86, donc la première élection régionale au suffrage universel, enfin ce qui gagne, c'est les opposants. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est qui la première opposante? C'est Marine Le Pen. C'est ça qui est terrible. Vous nous dites, Jean Garry, que tout le monde, que tous se positionnent par rapport à elle et que déjà, en vue de 2017, il s'agit de savoir qui sera face à elle au second tour. C'est la seule question qui vaille. Oui, manifestement. De toute façon, la campagne a été centrée sur elle. Enfin, le bout de campagne qu'on a eu, puisque ça a été quand même percuté par un certain nombre d'événements, elle a été quand même centrée sur elle. Elle a totalement nationalisé la campagne. Les affiches de M. Valerand de Saint-Just sont en couple avec Marine. C'est Marine qui est là. Regardez-moi, voilà, présenté. Les affiches et le tract de Marine Le Pen, c'est Marine présidente. Alors, présidente de région, mais sous-entendu, présidente de la République. Elle est déjà sur 2017. Donc, évidemment, tout se focalise sur 2017. On a très bien vu aussi de quelle manière Nicolas Sarkozy avait fait de ces régionales un enjeu pour se propulser vers 2017. C'est un tremplin ou un toboggan pour les uns ou les autres, ça dépend de... Oui, en l'occurrence, je dis l'un ou l'autre, ou toboggan. Oui, non, je crois que ce qui est important de souligner aussi, c'est que le temps est très court. Je veux dire par là qu'on aurait pu imaginer que ces partis qui, en effet, ont dû lire des études et des livres, ce soit dit, l'UMPS, il aurait fallu faire une prise de judo avec l'UMPS. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire quoi? L'UMPS, c'est pas une insulte. Ça veut dire qu'il y a un consensus français politique. Je pense que François Hollande est plus près de Juppé ou de Bayrou que de Mélenchon. Mélenchon, il faut rappeler que c'est vraiment le recentrage national souverainiste de gauche dont les électeurs en partie sont passés à l'extrême droite. Donc si vous voulez, ce recentrage national, pour essayer de le contourner et de lutter contre lui, il aurait fallu, mais pas là, à la sauvette, à la va-vite, entre deux tours de régional, qu'ils aient des plateformes de programmes communs pour gouverner des régions pendant 6 ans, et que sur la base de ça, ils puissent faire une plateforme présidentielle. À partir du moment où ils ne l'ont pas fait, comme vous le dites, qu'ils sont en train de se repartager le même gâteau, ils n'ont rien compris. Voilà, Est-ce que ça fait partie de notre culture? Honnêtement, Philippe Gouliot, ce débat, certains l'ont esquissé. Les institutions aussi. Voilà, ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout. Moi, je me souviens de Manuel Valls qui avait parlé de fusion et au-delà, etc. Il avait à peine prononcé le mot que droite et gauche lui étaient tombés dessus. Oui, et avant lui, Michel Rocard qui parlait du Big Bang. Ce n'est pas un hasard d'ailleurs. Mais ce n'est pas un hasard, évidemment, on retrouve l'affiliation. Mais même Giscard, 2 Français sur 3, souvenez-vous. Et Giscard aussi. Oui, bien sûr, mais c'est vrai ce que vous disiez, il y a quand même un tronc commun, on pourrait dire, un socle commun. Et finalement, c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils veulent se battre entre eux parce que
se retrouver face au Front National, jusqu'à présent, a toujours été une assurance vie. Ça ne va plus l'être, certainement. Mais demain, dans le Figaro, il y a une très intéressante interview de Jean-Louis Bourlange qui dit un peu ça, qui parle de son regret de voir que finalement, les modérés de chaque camp ont perdu par rapport aux extrémistes. Donc, ils ont une responsabilité oui, aussi, on peut le dire, les modérés de chaque camp, Jean Garrigue, ces modérés qui se sont parfois effacés derrière les présidents des partis. Le Front on peut National citer Alain Juppé qui a dit aujourd'hui, voilà, on reste droit dans nos bottes, c'est la stratégie du non-retrait, mais après on va régler les comptes. Pourquoi après? Non, c'est très triste. Pour laisser les candidats faire campagne, peut-être. On sait bien que le Front National s'inscrit dans une tradition, là encore, très ancienne, protestataire, qui se nourrit de ce que ne sont pas capables de faire les autres partis. Or, on sait bien aussi qu'il y a un socle, on le voit bien, un socle d'adhésion à l'idée européenne, une certaine forme de libéralisme régulé, à d'autres valeurs de la République laïque, d'une société multiculturelle, là aussi régulée par la laïcité. Enfin, il y a un socle de valeurs entre la droite modérée et la gauche modérée. Pourquoi ne pas essayer de mettre en œuvre une arithmétique politique qui tienne compte de ce socle-là? Il y avait une occasion formidable avec ces élections régionales, car si on regarde ce qu'a été l'expérience des conseils régionaux, on voit que 70% des textes votés le sont par la droite et la gauche républicaine. On voit que les programmes, bien souvent, sont identiques quand on les regarde de près. Quelques chiffres. Plus largement le virage, comme on l'appelait, sécuritaire de François Hollande. Quand même, ce sont des propositions communes. C'est une grande besace où chacun a là, dans des propositions. Circonstances particulières. Il est vrai. Aussi. Mais donc, il y a quand même la matière à une recomposition, en tout cas une réflexion, et cette réflexion n'est pas faite. Mais les partis politiques n'aiment pas trop ça aussi. C'est se remettre beaucoup en cause. Moi, j'ai été frappé aussi en Espagne, par exemple, par l'émergence de Podemos et de Ciudadanos, qui sont deux partis qui cassent le bipartisme espagnol entre le PSOE et le Partido Popular. Et en fait, sur quoi ça repose? Évidemment, sur une protestation sociale, économique, mais aussi sur un besoin de rajeunir les cadres. Mais qui a l'autorité, la légitimité pour emmener ce mouvement? Parce que vous parlez normalement, de le président de la République, malgré tout. Ah, oui, voilà. C'est pour ça qu'on revient à lui, Soisy Clémener. Oui, mais il est en fonction au moment où ça arrive. Donc c'est à lui de réagir, c'est à lui de faire quelque chose. Il aurait pu peut-être, au moment de son élection, faire quelque chose. Et notamment avec Bayrou, par exemple. Bien sûr. Il n'a pas tendu la main à Bayrou. Ah, c'est même l'inverse. Il a même laissé Bayrou se faire assassiner. Il a laissé Martine Aubry assassiner. Je crois qu'on ne peut pas... Les joueurs jouent la règle du jeu. Oui, absolument. Tant qu'on est dans les institutions de la Ve République qui forcent à la bipolarisation, évidemment, chacun joue, ce qui fait qu'on se regroupe gauche et extrême gauche, droite et extrême droite. Donc effectivement, ça amène à réfléchir sur quelles institutions demain. Vous vous rendez compte que le FN, qui devient, comme il le dit, le premier parti de France, même si c'est un peu discuté, il n'est pas à l'Assemblée nationale. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est des gens comme Daniel Cohn-Bendit qui disent ça. C'est pas d'afro-fascisme. Donc je pense que là, il y a vraiment une incompréhension du système lié aux institutions. Tant qu'on n'a pas changé les institutions, on ne pourra pas effectivement se dire qu'on recompose le On n'arrête pas de parler de tripartisme, et on a compris qu'il était installé, ce tripartisme, Jean Garrigue, mais plus on va aller vers 2017, plus on va aller vers une bipolarisation. Ce seront deux blocs qu'on va retrouver en 2017. Comment on va passer de ce tripartisme à ces deux blocs sans considérer que cette élection en 2017 ne soit pas faite par défaut, finalement? Mais c'est simple, on voit très bien que l'idée, c'est de savoir qui sera face à Marine Le Pen au deuxième tour. C'est-à-dire qu'on continue avec les mêmes schémas. Pays avec ce genre de discours? Mais évidemment non, d'autant plus que a priori, personne n'attend... Que les mêmes reviennent en 2017. Enfin, c'est ce que tout le monde dit, mais c'est qu'en même temps, les partis politiques, eux, ont l'air de préparer. Donc, on est dans quelque chose qui est totalement absurde et qui repose très largement sur cette dérive des institutions de la Ve République, cette surprésidentialisation, cette bipolarisation. Et quand je dis dérive, il faut peut-être se poser la question maintenant, aujourd'hui, de la viabilité de ces institutions qui, en tout cas, sont inefficaces, puisqu'elle débouche sur une inertie de production politique et débouche sur le mécontentement de 30-40% de l'électorat. On a souvent dit que la cinquième, Philippe Gouliot, c'était formidable, cette cinquième, parce qu'elle garantit les pouvoirs, elle nous a protégés dans des moments difficiles. Là, on s'aperçoit peut-être qu'elle arrive, ça ne veut pas dire qu'il faut une sixième, pas du tout, mais qu'elle arrive peut-être pas du tout même.
pour vous, Jean Garry, peut-être qu'elle arrive à... Il y a certaines limites en tous les cas. Il y a sans doute des choses à changer. Elle a quand même permis d'affronter beaucoup de crises quand même, la Ve République. Elle s'est adaptée à beaucoup de situations. Des cohabitations à géométrie variable, longues, courtes, à droite, à gauche, enfin, et finalement elle a tenu cette constitution. Donc moi je suis plutôt un partisan de la constitution, un défenseur de la constitution. Alors il y a peut-être des façons d'améliorer les choses, peut-être avec le mode de scrutin, même si on peut se dire qu'une proportionnelle pourrait créer un supplément d'incertitude et d'instabilité dans une France déjà instable et fragile. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, Éric Fotorino, n'est-il pas trop tard? Mais il est très tard, si vous voulez. Moi, ce que je pense, c'est jamais trop tard dans un grand pays comme la France. Non, mais il est très tard. C'est bien de le rappeler. Il est très tard, pourquoi? Après les attentats, on a relevé les drapeaux, on les a accrochés aux fenêtres. Mais ça, c'est très tard. Je veux dire par là que pendant des années, on a ringardisé tout ça. C'est-à-dire qu'on l'a laissé au FN. Et vous savez, c'est Régis Debray qui dit ça. Il dit « Une idée ne prend sa valeur que si elle réveille une émotion ». Bien, si vous n'êtes pas accroché, l'idée du drapeau, de la Marseillaise, de l'hymne et de la laïcité, de tous ces symboles-là, souvenez-vous, 89, le foulard. Au nom de la tolérance, on pouvait aller avec un foulard à l'école. Non. Donc, on a eu plein de défaites, plein de petites défaites comme ça qui se sont accumulées. Et un jour, eh bien, c'est le FN qui relève tout ça. Et qui a l'offre la plus cohérente, l'offre politique la plus cohérente. Il dit non, clairement, c'est ce que dit Pascal Perrineau dans un entretien qu'on fait là pour le 1 bientôt. Il dit l'offre la plus cohérente, elle vient du FN parce qu'il dit non à la mondialisation, il dit non à l'Europe, il dit non à une culture mixte qui mettrait peut-être en danger, pour certains, la culture française. Donc ça a été clair. Et en face, on a des gens qui trouvaient justement que la République, la nation, tout ça, il fallait être un peu californien, cool, sympa. À l'arrivée, on a ça. Donc si on ne redessine pas les valeurs et si on ne les prend pas comme une émotion, regardez le vote de dimanche, c'est des affects. Le Cevipof a étudié ça avec Ipsos, ça a été la peur et la haine. Les gens ont la haine. 51% des Français ont la haine. 75% des électeurs du FN. Donc si vous faites de la politique avec des affects, alors là vous comprenez qu'en effet on est très très loin, les partis classiques sont très très loin du réel. Mais il y a une chose que je trouve intéressante et que je voulais prolonger ce que disait Jean Garry tout à l'heure, c'est sur le candidat qui pourrait justement permettre de transcender les clivages. En fait, il est dans les sondages, c'est Alain Juppé. C'est la réponse à Marine Le Pen. On voit bien quand on regarde dans les sondages Est-ce qu'on ne le voit pas trop, pardonnez-moi, en sauveur, Alain Juppé? Non, mais je dis dans l'esprit des Français, quand on regarde, il est en tête des courbes de popularité. Les gens sont intéressés par ce qu'il peut représenter, justement, vu son âge, son expérience et puis sa capacité à transcender. Je ne dis pas que ce sera le sauveur suprême. Mais on arrive presque à la fin de ce débat. Je voudrais vous poser une question en guise de conclusion. C'est celle que j'ai posée à nos invités politiques tout à l'heure. Selon vous, Philippe Gauliou, je commence par vous, ce scrutin hier, qu'est-ce qu'il dit de notre société, de notre pays, en un mot, en quelques mots? Bien, il révèle certainement une fragilité de la France, oui. Le fait que peut-être que dans la société, il y a trop de gens qui ne s'aiment pas. Et peut-être que ça veut dire aussi que maintenant, il faut se reprendre en main. Et fragilité, je le disais, on est un grand pays, il ne faut pas, faut pas avoir faut pas trop se battre la coulpe. Bien sûr, une transition sociétale, enfin une société qui rentre dans la mondialisation, la numérisation, enfin. On est dans un passage. Ce passage génère évidemment de l'insécurité à tous les niveaux, de l'angoisse et une classe politique qui ne répond pas à ces angoisses parce qu'elle n'a pas su se renouveler, on n'a pas su recréer des partis de type nouveau, des institutions rénovées. Donc tout ça crée le divorce. Même question en un mot, si c'est possible. Éric Fotorino. Je dirais qu'il y a deux France. Il y a celle des réussites entre soi et puis de la société fragmentée qui effectivement se déchire et se sent exclue, pas entendue. Mais il y a aussi une incapacité d'écoute du personnel politique qui n'a pas entendu, qui culpabilise les électeurs du FN, mais au bout d'un moment, ce discours de la culpabilisation ne fonctionne plus. La conclusion pour vous, avec le FN à 40% dans 2 régions, moi j'y vois pas une révolution, mais quand même une révolte qu'il va falloir entendre. Merci beaucoup, merci pour ce débat et cette analyse. La suite de votre émission, une parenthèse à présent dans cette spéciale régionale. Et entre deux tours, je vous rappelle que pendant ce temps, la COP21 se poursuit. Notre journaliste Alex Darmon est allé au Grand Palais où se tient une exposition sur les solutions à apporter contre le dérèglement climatique. Et il pose cette question, mais où est donc passée la société civile? Réponse dans ce micro trop tard. Je ne sais pas si on va rentrer.
Bon, il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions, hein. C'est la COP21. Ça y est, on a réussi à rentrer, je suis pas peu fier. On est au Grand Palais pour l'exposition Solutions COP21. Et ici, ce sont les entreprises et les citoyens qui sont mis au cœur du projet. Mais comme toujours, quand il y a des citoyens, il y a des politiques. Voilà. Et on va parler d'écologie avec eux. Allez, venez. Vous trouvez que les citoyens ils sont assez mis en avant dans la COP21? Les citoyens, ben oui, ils y sont par l'intermédiaire des maires qui sont proches des citoyens. Ah oui, c'est vrai. Alors est-ce que le citoyen l'est suffisamment? Sans doute pas. Mettre les citoyens dans la négociation, aujourd'hui c'est déjà tellement compliqué. Moi, je suis absolument convaincu que seule la pression de l'opinion publique, la pression de nos concitoyens permettra de faire vraiment bouger les choses. Je pense quand même que les entreprises ne perdent pas de vue leurs consommateurs. Les collectivités territoriales ne perdent pas de vue les citoyens qui les élisent et les associations représentent aussi des citoyens. Comme ça, on ne pourra pas dire que je me suis abstenu. Madame Royal, juste une petite question. La solution COP21, c'est laquelle? Il y en a une ou il y en a plusieurs? Les solutions COP21 qui sont ici sont des solutions techniques. Alors la solution, c'est de faire un accord. Mettre tout le monde d'accord pour la COP, c'est le pognon. Ouais, malheureusement. C'est ça, c'est de faire un accord ambitieux, universel, de pierre, je ne sais pas arrêter et contraignant. Mais en fait, la vraie solution, c'est le solaire. Vous voyez qu'effectivement, il y a des solutions et que les solutions, elles sont sur le terrain. Le vrai problème, il est dans les têtes. C'est comme ma grand-mère disait, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Ben, c'était une femme de bon sens. Elle avait raison. C'est important dans la vie, une grand-mère. Super. Superbe. Superbe discours. Merci beaucoup. On va aller lui dire. J'ai beaucoup aimé votre discours, vraiment. C'est Public Sénat ou c'est Info? Non, c'est bien quelque chose? Quelle est votre caméra? Je dis ça parce qu'on m'a déjà fait des blagues avec des faux micros. Je vous ai redonné le sourire en tout cas. C'est ça. Ouais. Vous êtes trompé, il viendra pas dans Montebourg là. Il est déjà passé. Ah, il est venu? Ouais. Ah, je l'ai raté? Je l'ai loupé. En tout cas, je vais vous féliciter parce que vous rassemblez énormément de monde autour de vous. C'est peut-être parce que vous êtes là, non? Bah ouais. Autour du micro. Sans doute, peut-être. Non, mais c'est vrai, vous avez raison. Présentez-vous à l'élection présidentielle. Non, vous ne voulez pas. Ça veut dire qu'il faut qu'elle réfléchisse. Mais elle n'a pas encore dit non. Le grand progrès de la COP21, c'est d'associer les collectivités locales. On fait tout ça pour nos enfants, pour nos petits-enfants, voire pour nos grands-mères si elles sont encore là. Ah, ça c'est bien, 2016, le Maroc, Marrakech, tout ça. On va pouvoir parler réchauffement climatique. Hein. J'y serai, moi perso, j'y serai. Et il est 23h passé, on retrouve Paul Bouffard pour toute l'actualité des régionales. Ils se sont opposés en direct aux 20h de TF1 et France de Manuel Valls et Nicolas Sarkozy ont livré leur stratégie de l'entre-deux-tours, des stratégies antinomiques. Les détails avec Aurélien Romano. Face à face à distance pour Manuel Valls et Nicolas Sarkozy. Au ni retrait, ni fusion, annoncé dès hier soir par le président du parti Les Républicains, Manuel Valls veut prendre de la hauteur. Moi, j'assume mes responsabilités. C'est la grande différence avec Nicolas Sarkozy, entre nous et Nicolas Sarkozy. Entre moi et Nicolas Sarkozy. Par deux fois, le Premier ministre prononce le nom de son opposant désigné lors de sa première apparition télévisée depuis les résultats. Il enfonce même le clou en égrénant le nom de chaque candidat de droite dans les 3 régions où le Parti socialiste appelle au retrait. 10 minutes plus tard, Nicolas Sarkozy va-t-il le remercier de cette consigne de vote? Est-ce que vous lui adressez un remerciement? Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas passe-moi la salade, je t'envoie la rhubarbe. Un signe. Non. Le Parti socialiste a pris sa décision, librement et démocratiquement. Je la respecte. Nous avons pris notre décision. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise? Vous voulez que je laisse à penser à ceux qui nous font confiance et qui sont exaspérés par la politique socialiste? Il y a un accord entre nous? Il n'y a pas d'accord entre nous. Il n'y a pas d'accord entre nous, il n'y aura pas de combine. Aucun accord, aucune combine. Nicolas Sarkozy, sans les nommer, répond à la fois à Manuel Valls et à Marine Le Pen. Et notez ce point de crispation dans la région Grand Est où Jean-Pierre Masseret refuse de se retirer. Le candidat socialiste n'a pas écouté les instructions de son parti. Il n'y aura donc pas de front républicain pour faire barrage au Front National. Pauline Dame.
L'avertissement de Solferino n'aura pas suffi à le faire changer d'avis. Jean-Pierre Masseret persiste et signe. Le candidat socialiste dans le Grand Est a déposé cet après-midi sa liste à la préfecture de Strasbourg. Nous pensons que c'est en siégeant dans l'Assemblée territoriale que nous pourrons le mieux faire reculer le Front National, en occupant la place dans l'opposition. Parce que nous assumons en effet ce rôle, nous ne serons pas majoritaires. Mais dans l'opposition, on a le devoir de continuer le travail qui nous a réunis. Le président sortant de la région Lorraine était depuis hier sous la pression d'élus locaux et des instances du PS. Un mot d'ordre, se retirer pour faire barrage au FN. Il y a une prise de position du Bureau national, il devra la respecter, point. Au premier tour, Jean-Pierre Masseret remporte 16% des voix, loin, très loin derrière le candidat républicain et le parti de Florian Philippot qui le devance de 20 points. Et ce soir, le premier secrétaire du Parti socialiste assure que des accords entre forces de gauche ont été trouvés dans toutes les régions françaises, à l'exception des 3 où le PS s'est retiré. Jean-Christophe Cambadélis souligne, je cite, que la gauche va faire front. Chez les Républicains, maintenant, presque tout le monde soutient la stratégie de Nicolas Sarkozy. Ni retrait, ni fusion. Réunion du bureau politique aujourd'hui. Il n'y a guère que Nathalie Kosciusko-Morizet ou Jean-Pierre Raffarin qui expriment une ligne différente. Les détails avec Quentin Calmet et Sophie Normand-Couturier. Retrait ou fusion des listes, la question ne se pose qu'en Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon, où le candidat Les Républicains est en 3e place. Et à la quasi-unanimité, le parti répond non. Nous avons fait campagne pendant des semaines et des semaines pour dénoncer la mauvaise gestion des équipes socialistes à la tête des régions. Et pour dénoncer aussi la politique gouvernementale. Si nous ne voulons pas tomber sous le coup d'accusations de magouilles partisanes, on ne va pas changer d'avis du jour au lendemain. Seuls Nathalie Kosciusko-Morizet et Jean-Pierre Raffarin se sont prononcés contre cette ligne du Nini. Et moi je pense qu'il faut être très clair que la situation est extrêmement grave, que le pays est à la dérive et qu'aujourd'hui ce qu'il faut c'est mettre de l'autorité dans notre démocratie et pas courir derrière les électeurs de telle ou telle famille politique. Ce qu'il faut aujourd'hui c'est nous mobiliser pour sauver la République de cette dérive. Une voix discordante, même si comme lui, ils sont plusieurs ténors à vouloir ouvrir le débat sur la stratégie du parti dès la fin du second tour. Et je souhaite pour après-demain que nous soyons très conscients de ce double énoncé des Français, l'échec de la gauche, mais aussi l'échec et l'impuissance de la droite, telle qu'elle s'est présentée jusqu'à présent et telle qu'elle persiste en elle-même depuis 2012. Pointé du doigt, Nicolas Sarkozy, certains cadres du parti critiquent l'ancien chef de l'État et déplorent l'absence de leader légitime. Au centre, le Nini des Républicains ne fait pas l'unanimité. Leurs alliés de l'UDI ont exposé une autre vision, retirer les listes en 3e position et ce, quelle que soit leur étiquette politique. Les explications avec Nathalie Guilloire. Les centristes ont décidé de faire entendre leur voix et une voix discordante au sein même de la droite. Bien qu'alliée aux Républicains, la stratégie du Nini de Nicolas Sarkozy, ni fusion ni retrait des listes, a du mal à passer. On considère que les listes qui arrivent en 3e position doivent se retirer pour éviter coûte que le Front National dirige une région, parce que ce n'est pas une expérience souhaitable pour les habitants. Même son de cloche au MoDem, François Bayrou, lui aussi allié aux Républicains dans la quasi-totalité des régions, appelle au retrait pur et simple de toutes les listes arrivées en 3e position. Mais les centristes auront beaucoup de difficultés à faire entendre leur voix. Concrètement, la question ne se pose que dans une seule région pour la droite, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon. Dominique Régnier, tête de liste Les Républicains UDI, pourtant arrivé en 3e position derrière le Front National et le Parti Socialiste, a décidé de maintenir sa candidature. Intéressons-nous au scrutin en Ile-de-France. Un accord de fusion a été trouvé entre les listes Europe Écologie Les Verts Front de Gauche et celle de Claude Barthelone. Le second tour s'annonce serré avec Valérie Pécresse. Nicolas Dupont-Aignan, qui a obtenu 6,57% des voix, n'a pas donné de consigne de vote. Audrey Vuettaz. La gauche s'affiche unie autour de Claude Barthelone. Le candidat PS a trouvé un accord avec Emmanuel Cos d'Europe Écologie Les Verts et Pierre Laurent du Front de Gauche. Leurs listes fusionneront pour le second tour. Une nouvelle situation qui pourrait bien profiter à Claude Barthelone. Pourtant, à l'issue du premier tour, le candidat ne se place que 2e avec 25,19% des suffrages, à 5 points de la liste Union pour la droite de Valérie Pécresse. Le FN est 3e avec 18,41% des voix. Avec cette alliance de la gauche et les reports potentiels de voix, Claude Barthelone pourrait approcher les 40% de vote.
À droite de l'échiquier, Valérie Pécresse, elle, peine à rassembler. À la mi-journée, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la France, l'a répété, ses électeurs ne sont pas à vendre. Chaque Français est propriétaire de sa voix. Debout la France ne donnera aucune consigne de vote pour ce second tour. La candidate Les Républicains devra se passer de ses 6,5% de voix potentielles. Allez, tout de suite, on passe à la revue de presse. Votre revue de presse et on découvre ensemble les unes de vos quotidiens. Demain, on va commencer, Paul, avec la une de Libération, largement consacrée bien sûr à ces régionales. Contre le FN, tous à côté de la plaque. Un titre provocateur en une de Libération, le quotidien qui s'intéresse aux stratégies des partis politiques en France, censés lutter contre le Front National. On y voit la silhouette de François Hollande tournant le dos. Diabolisation, dénigrement depuis 30 ans, dit le journal. Ces stratégies se sont avérées inefficaces. On poursuit avec Ouest France, Paul, à présent. Même teneur en une du grand quotidien de l'Ouest, avec ce grand embarras qui, à l'évidence, marque les leaders du bipartisme à la française. Un Cambadélis et un Sarkozy qui se mordent les lèvres. Et 7 états d'urgence politique, le titre de l'édito de Michel Urvoas. Le journaliste prévient, les alliances ne sont que des sparadraps et les partis devront faire leur révolution face à un Front National dominant. Et Michel Urvoas de pointer ses valeurs partagées, ce que Manuel Valls appelle une maison commune. On n'est pas très loin, on le voit, de l'idée de grande coalition qui existe déjà outre-Rhin. Exactement, dont on parlait tout à l'heure avec les éditorialistes. Donc ça, c'est à lire demain dans Ouest France. Et on finit avec l'Humanité, Paul. Un titre sans équivoque pour le journal. Comment endiguer la vague brune? Il faut battre le FN partout, dit l'UMA, en élisant un maximum d'élus de gauche. Anti-austérité, précise bien le quotidien. Presque un petit clin d'œil adressé, l'air de rien, à ceux qui, à gauche, lorgnent vers une social-démocratie décomplexée. Merci beaucoup, Paul. À demain. Avec plaisir. À suivre à présent, mon invité pour l'entretien, il est écrivain, éditorialiste, il analyse l'actualité, vous allez le voir, avec distance et ironie, souvent Patrick Besson, pour aller plus loin ce soir. Mon invité ce soir est écrivain, auteur de très nombreux livres, romans, très souvent récompensés. Il est aussi l'auteur d'un billet hebdomadaire au Point. Patrick Besson, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue à vous. Vous avez aussi l'habitude parfois, avec beaucoup de distance et non sans ironie, d'évoquer la situation politique et celle de nos responsables politiques. Alors au lendemain de ce premier tour d'élection, c'est une nouvelle donne régionale, politique, sociétale qui va bien sûr se figer, se déterminer dimanche prochain. Mais souvent on dit d'une élection qu'elle est un petit peu notre reflet dans un miroir. Qu'est-ce que vous voyez dans ce miroir au lendemain de ce premier tour? Ce qu'on y voyait avant, en fait, on a pu constater, je l'ai d'ailleurs écrit dans le Point, que tous les livres, ou bien de journalistes, ou bien d'essayistes, ou bien d'écrivains, comme Zemmour, Houellebecq, voire Rebattet, qui a disparu, étaient des livres qui, dans une certaine mesure, vantaient la droite, voire l'extrême droite, et surtout vouaient la gauche aux gémonies. Donc il s'est installé, en dehors des sondages, en dehors des victoires successives du FN, il s'est installé un climat intellectuel de droite, voire d'extrême droite. Et je l'ai écrit, les intellectuels de gauche, d'un coup, ils n'arrivaient plus à toucher un public, même en passant à la télévision, ils touchaient plus personne. Se faire entendre, oui. Mais je voyais tout à l'heure Libération, la une de Libération, on disait qu'ils ont tous échoué, mais Libération aussi a échoué. Je veux dire, depuis 35 ans, Libération combat le FN, et pas que Libération, toute la presse, tous les médias, toutes les radios. C'est incroyable, même, je veux dire, c'est inouï ce score qui arrive après des années, des décennies de gémonie contre ce parti. Enfin, y a pas, dans nos milieux, c'est tabou. Et le choc aujourd'hui, chez les intellectuels, chez les artistes, chez les journalistes, chez les éditeurs, chez les écrivains, le choc, c'est que cette chose taboue pour nous, dont personne ne pouvait s'approcher, dont personne ne parlait autrement qu'en les couvrant d'injures, si vous voulez, cette chose, elle est majoritaire. Enfin, elle n'est pas majoritaire, c'est le premier parti de France. Donc il y a un gouffre entre nous et les gens qui votent, et la population et le peuple. Et là, je crois que c'est là la chose à laquelle nous, on doit penser. C'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait que, d'un coup, on est si loin des gens? Et on est si loin de leurs problèmes. Pourquoi? Peut-être parce qu'on en est loin socialement, parce qu'on en est loin dans les transports, dans le logement, dans les salaires.
Peut-être parce qu'on est complètement à part. On a formé une espèce de caste. Une caste bourgeoise, intellectuelle, repliée sur elle-même, qui a combattu le FN en l'insultant, mais ces insultes ne sont pas arrivées jusqu'au peuple parce que le peuple a été loin de nous, séparé de nous, et nous méprisant, nous détestant. Et elle est là la panique aujourd'hui chez les intellectuels et chez les artistes. Donc ça suffit de ces leçons de morale, de ces prises de position, de ces campagnes médiatiques, comme on l'a vu là, il y a quelques jours, il y a eu des journaux qui ont pris position, La Voix du Nord, bon, c'était local, Le Monde, avec un éditorial avant-hier dénonçant l'imposture du Front National, ça il faut oublier, passer à autre chose. Mais moi je ne sais pas comment faire, enfin je veux dire, si je le savais je le ferais, mais je peux juste constater que ces attaques incessantes depuis 35 ans, depuis 1980, ces injures, ces mises à l'écart, ont rien donné, quoi. Alors il faut vraiment qu'il y ait là-dedans un truc tellement fort qui fait qu'il renverse tout ce qu'on a pu faire contre comme une espèce de tsunami. Un truc, comme vous dites, ou une personne. Est-ce que vous voyez cette personne tout à l'heure avec Éric Fotorino et les autres éditorialistes? On parlait d'une possible recomposition du paysage politique et il disait qu'il fallait qu'il y ait une personnalité politique capable de rassembler. Est-ce qu'elle existe aujourd'hui en France? Ouais, je sais pas en fait si elle existe, non, je vois pas. C'est qu'elle n'existe pas si vous la voyez pas. Je sais pas. Sarkozy, mais moi ça m'étonne parce que entre Sarkozy et Marine Le Pen, je vois pas une énorme différence. Bon, il y en a une, c'est Travail, Famille, Patrie, c'est Marine Le Pen, et l'autre c'est Travail, Famille, Europe. Mais en réalité, ils sont pas très très différents. Dans les années 80, Georges Marchais, le défunt secrétaire général du Parti communiste français, avait dénoncé un glissement à droite de la société. Et tout le monde s'était moqué de lui en disant « Oui, tu dis ça parce que ton parti est à la dérive ». Et d'ailleurs, en passant, je souligne le score déplorable du Parti communiste, quand même 2,5%, ça aussi c'est terrible. Ça vous touche? Oui, beaucoup. Je sais, je sais, parce que d'un coup, il y a seulement 2,5% de gens qui pensent comme moi dans ce pays. Vous vous considérez toujours comme communiste? Oui, évidemment. Je vois pas ce qu'on peut être d'autre, surtout en ce moment. Donc, c'est très étrange de voir des socialistes voter pour les Républicains et de voir les Républicains ne pas voter pour le Front National et inversement, parce qu'en réalité, ils sont quand même très très proches. À quelques écarts de langage près, ils sont quand même voisins, cousins. Donc c'est tout à fait étrange. Alors que les socialistes sont vraiment viscéralement opposés à Sarkozy, ils se sont fait une guerre abominable, et là... Non seulement, mais enfin, ils retirent leur liste, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y aura, en région PACA, il n'y aura aucun élu socialiste, aucun élu de gauche en région PACA, qui était tenu par la gauche. Et depuis dans le Nord, pareil, il n'y aura pas un élu de gauche. Alors c'est quand même un engagement énorme, quoi. Un engagement, et je reviens à la première question sur le reflet dans le miroir de notre pays. Jean-Pierre Raffarin a dit ce matin que c'était un pays à la dérive. Quand on voit tout à l'heure les unes des journaux, des médias étrangers où on parle de la Révolution française, etc., est-ce que c'est le cas? Vous avez l'impression que c'est votre pays qui est à la dérive? Alors non, on est un pays où les trains arrivent, les gens payent leurs impôts, on ouvre les boutiques, les autoroutes marchent. Enfin non, d'ailleurs elles ne marchent pas, mais elles roulent. Enfin bref, je suis assez contre, et ça je le dénonce assez je le dénonce pas, je suis pas un dénonciateur, mais je m'en moque assez dans ma chronique du Point. C'est une espèce toujours d'hystérie journalistique à chaque fois, quoi. À chaque événement, tout d'un coup, c'est comme si c'était la fin du monde. Vous reprochez beaucoup de choses aux journalistes, j'ai cru comprendre. Ils ont une part de responsabilité, c'est peut-être le moment d'en parler. C'est une autocritique aussi, parce que je suis journaliste, donc effectivement, il y a beaucoup de choses à se reprocher à nous-mêmes. Qu'est-ce que vous avez pensé, là, beaucoup plus largement, du virage, du tournant sécuritaire pris depuis les attentats par le président de la République François Hollande, qui, dans les sondages de popularité, et on voit qu'il y a une grosse différence avec le scrutin, s'est envolé en faisant montre d'autorité? C'est de cela dont nous avons besoin. Patrick Besson, chef, oui, c'est ça, d'autorité. Je ne sais pas quel journaliste a dit à peu près le seul truc que peut faire un président en France, c'est une guerre. Donc au moins là, ça marche, il appuie sur un bouton, les armées, oui. Ouais. Mais bon, il ne peut pas réduire le chômage, il ne peut pas réduire la dette, il ne peut pas réduire le déficit de la sécurité sociale. Mais une guerre, ça, il peut la faire. Et donc c'est pour ça que beaucoup de présidents et d'empereurs, Nicolas II, Napoléon III, George W. Bush et maintenant Hollande, à chaque fois qu'il y a une possibilité de faire une guerre, et à chaque fois
la nation, par une espèce de réflexe ancestral, moyenâgeux, je dirais, se rassemble autour du chef pour attaquer l'ennemi, le barbare, comme on l'a appelé. Je sais pas, on est toujours le barbare de quelqu'un. Hein. Vous pensez qu'on a le choix? Il y a aujourd'hui, évidemment, les voix dominantes qui disent « nous avons été attaqués, c'est un acte de guerre, nous réagissons ». Puis il y en a d'autres qu'on entend très peu. On peut les citer. Il y a Dominique de Villepin, il y a eu il y a quelques semaines, quelques jours sur ce plateau, voilà, Jean-Christophe Ruffin également qui dit mais attention, la guerre ne conduit pas à plus de paix et encore plus dans cet Orient si compliqué. Est-ce que vous partagez leur point de vue? Et moi, ça m'a, enfin, après les attentats abominables du 13 novembre, les journaux ont titré la guerre, mais la guerre, on l'a fait depuis des mois. Ça fait des mois qu'on envoie des missiles sur des gens. Et sur ces gens, je veux dire, on ne sait pas trop où on tape avec un missile. Hein. Je ne sais pas qui on a au sol pour indiquer quelles sont les cibles, parce qu'il faut toujours quelqu'un au sol pour indiquer aux avions où il faut envoyer leur machin. Là. Mais ça tombe aussi sur des femmes, des enfants qui se trouvent, eux, sous le contrôle de Daesh, alors qu'ils n'ont pas forcément voulu, et ils n'aiment pas forcément ça, et ils prennent quand même les bombes sur la tête. Donc la guerre, elle n'a pas du tout commencé le 13 novembre, elle existe depuis longtemps. Mais en effet, en France, on a pris l'habitude de considérer que faire une guerre maintenant, c'est bombarder des gens très très loin, et qu'il ne nous arrive rien à nous. Or, une guerre, c'est pas ça. Une guerre, c'est donner et de des coups voir les et avions s'envoler, de peut-être se contenter d'une communication seulement. Ils n'ont pas de défense aérienne. Hein. C'est un peu comme les Palestiniens à Gaza. Je veux dire que les avions arrivent et ils envoient leurs missiles, ils repartent et il n'y a pas de réponse. Si vous voulez, les avions de l'adversaire, ils arrivent, mais ils n'arrivent pas sous forme d'avion. Non, ils arrivent sous forme d'attentat sur notre sol. Moi, je me souviens d'un billet, Patrick Besson, paru dans Le Point, et je crois que c'était en 2012, j'en suis sûre même, où vous décriviez, mais alors beaucoup d'ironie, la situation en Afghanistan et surtout en Libye après notre intervention. Et vous disiez ces mots, je vais vous citer, après 4 décennies de dictature kadhafienne, le pays respire enfin l'air pur de nos démocraties occidentales. Désormais, le pays baigne dans un climat de paix, de bonne entente, les femmes sont en moyenne, etc., etc., etc. Ça, c'est pour montrer que oui, nos interventions donnent... Quand on fait une guerre, c'est quand on commence à taper sur quelqu'un. On ne sait pas très bien comment ça va tourner. D'abord, la personne peut mourir, donc vous pouvez aller en prison. Elle peut aussi répondre. Donc, quand on s'engage dans ce genre de truc, on ne sait pas du tout comment ça peut finir. Et là, en l'occurrence, bon, il y a une guerre au Moyen-Orient. C'est très simple. Hein, c'est une guerre entre les chiites et les sunnites. Ils veulent recomposer leur géographie, ils veulent changer leurs frontières, bon, comme nous on l'a fait en Europe, comme on l'a fait en Afrique. J'ai l'impression que vous dites, laissons-les faire, c'est leur problème, ça les concerne. Oui, mais je veux dire, à partir du moment où on s'en mêle, on dirait que ça n'améliore pas forcément les choses. Donc peut-être qu'il ne faudrait pas trop s'en mêler, ou moins s'en mêler, ou s'en mêler d'une autre manière. Il y a un mot qui a complètement disparu ces dernières années, c'est le pacifisme. Hein. Ça a disparu, c'est comme la liberté d'ailleurs. Mais dans un monde tel qu'il est aujourd'hui, vous pensez qu'il a encore... Mais le monde a toujours été ce qu'il est. Les guerres n'ont pas commencé avec M. Bush, avec M. Kadhafi ou avec M. Assad. Les guerres, elles ont toujours eu lieu dans le monde entier. Mais il y a toujours eu des pacifistes et là, tout d'un coup, il n'y en a plus. Ou on ne veut plus les entendre quand il y en a. Oui, peut-être. Mais aujourd'hui, qui a la vision? Là, c'est une question beaucoup plus générale, à l'extérieur aussi. Pour ce Moyen-Orient, vous dites sunnite, vous dites c'est simple. En fait, c'est très compliqué, évidemment, avec différents pays. Non, les Américains sont arrivés en Irak, ils ont mis une minorité chiite au pouvoir contre la majorité sunnite. La majorité sunnite s'est révoltée, elle a fait ce qu'elle a fait, c'est-à-dire des attentats, et puis après elle s'est constituée dans une force qui est maintenant Daesh, et on a la même chose en Syrie, on a une minorité alaouite qui gouvernait une majorité sunnite, la majorité sunnite s'est révoltée, et ainsi de suite. Enfin, je veux dire, ces guerres-là, elles ont existé, il faut bien avoir... Est-ce qu'on retient les leçons de l'histoire? On peut remonter à l'Afghanistan, l'Irak, la Libye, peut-être maintenant la Syrie avec ce que ça va donner. Moi j'hésite toujours en même temps à juger les gouvernants parce que ça doit quand même pas être trop facile de décider à qui on doit taper et qui on ne doit pas taper. Mais en réalité, ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est passé en Europe pendant des siècles. C'est-à-dire l'Europe, c'est une succession de guerres pour des positions, de guerres de religion entre les catholiques et les protestants. Et donc c'est ce qui arrive aujourd'hui au Moyen-Orient. Mais le problème, c'est qu'en effet, ça arrive quand la technologie est beaucoup plus puissante et les armes sont beaucoup plus meurtrières. Donc nous, ça nous choque énormément. Et en plus, ça a des conséquences qui sont les migrants notamment. Donc ça nous touche beaucoup plus. Mais je ne vois pas une époque où la guerre a disparu de la circulation dans la vie des gens de cette planète.
Depuis le début de cet entretien, on a parlé de défis, on a parlé de menaces, on a parlé de montée du Front National, on vient de parler de guerre, mais où est la lueur d'espoir dans tout cela? Mais elle est quotidienne, la lueur d'espoir. Elle est dans la vie quotidienne, elle est dans la résistance de chacun, elle est dans le bonheur, elle est dans l'art, la musique. Résistance, ce mot, il a été beaucoup employé, un peu galvaudé, non? Bah ouais, moi je sais Est-ce qu'on résiste quand on montre un drapeau? Qu'est-ce que vous avez pensé d'ailleurs de cet engouement soudain? Quand j'ai vu tous ces drapeaux, parce que quand j'ai vu les gens chanter la Marseillaise et tout ça, puis les gens sortir leur drapeau bleu, blanc, rouge, je me suis dit, bah oui, bah, tout ça c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le Front National? Quel est le mot qu'il y a dans le Front National? Et c'est le mot nation, quoi. Et donc tout d'un coup, il y a eu une explosion de nationalisme du fait de ces attentats abominables et meurtriers. Nationalisme. Et oui, de nationalisme avec les drapeaux, avec les gens qui sont mis à chanter la Marseillaise, si c'est pas du nationalisme. Avec les dérives je sais pas si vous connaissez les paroles de la Marseillaise. Non, mais je connais celles de Mitterrand. Le nationalisme, c'est la guerre. Oui, et le socialisme, c'est la paix, disait Jaurès. Pour conclure, quel sera le titre de votre prochain billet au point? Ça s'appelle, ouais, j'arrive pas à trop le dire. Ouais, c'est un truc sur le Portugal. Je reviens du Portugal et voilà, c'est tout. Pas un mot sur. Si, il y a un petit mot sur. Ouais, enfin, il y a le petit mot sur l'actualité, c'est que les Français ont découvert après le 13 novembre que faire la guerre, ça consiste pas uniquement à bombarder les gens à l'autre bout du monde. Et c'est important de le rappeler. Merci Patrick Besson, c'était un plaisir de vous recevoir. On arrive presque à la fin de ce journal et comme d'habitude, vous le savez, c'est le zapping de Public Sénat est à suivre. Nicolas Sarkozy se voulait le meilleur rempart contre le Front National. Est-ce que ce matin, vous diriez que c'est un échec? Oui, c'est un échec. C'est clairement par les Français. Deux messages. La gauche a échoué et la droite avait échoué auparavant. C'est l'échec de Nicolas Sarkozy? Oui, c'est l'échec de Nicolas Sarkozy, car Nicolas Sarkozy, d'évidence, n'est pas crédible comme représentant d'alternance après avoir lui-même, les Français lui avaient signifié, échoué en 2012. C'est pas parce que vous avez 3-4 personnes de la manif pour tout sur liste de 220 que ça veut dire que vous avez basculé sur un élément. Ça représente des gens, moi je ne suis pas d'accord avec eux, mais ça représente des gens avec qui on peut parler. C'est pas est-ce que dans le programme de Valérie Pécresse, pour les régionales, vous avez, par rapport à ça, un élément? J'étais à La Réunion, j'étais au débat de l'intérêt LGBT il y a peu de temps, avec le représentant de Valérie Pécresse, et les associations craignent énormément, vu qu'il va y avoir... Attendez, les associations craignent. Bien sûr, le débat se fait là. Sur quel budget va-t-elle renier, puisqu'elle annonce qu'elle sabre de moitié le budget des associations? Eh bien, je peux vous dire que les intérêts LGBT qui étaient ici étaient très inquiets. Jean-Vincent Placé, qui a quitté Europe Écologie Les Verts, mais qui reste le coprésident du groupe au Sénat, estime que la situation au Nord-Pas-de-Calais-Picardie illustre la stratégie suicidaire d'Europe Écologie Les Verts. Qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, je dirais que je ne porterai pas des jugements à la hâte comme ça. Peut-être c'était la seule solution qui était plus ou moins viable pour les militants écologistes là-bas. On verra si c'est à cause de cette alliance que l'extrême droite a avancé. Monsieur Jean-Vincent Placé s'avance un peu trop. Parce que si le score qui n'est pas... Enfin, le score pas très élevé d'Europe Écologie Les Verts est lié aussi quand même, entre 2010 et 2015 pour Europe Écologie Les Verts. Lié quand même à tous ces événements de je quitte le parti, je fonde un autre parti, etc. Plus de la moitié des électeurs, que ce soit en région centre ou en France, ne se sont pas déplacés. C'est l'abstention pour vous d'abord qui explique cela. Bien sûr. Et que quand la moitié des électeurs ne se déplacent pas, ceux qui se déplacent sont ceux qui veulent vraiment exprimer quelque chose, et donc sont les extrêmes qui s'expriment, ou les fidèles à leur parti. Donc voilà ce qu'on a eu. Comment est-ce que vous expliquez cette abstention ? J'explique par une espèce de désespérance. Depuis des années, les gens ne voient rien venir. Et depuis 4 ans en particulier, on a eu une politique fiscale, on a eu une politique sociale qui a été prise totalement à l'envers de ce qu'il a fallu faire dans un contexte mondial et européen. Et là, les gens ne croient plus en rien et donc ils s'expriment d'une manière violente.
découvre pas qu'il y a un système UMPS. On l'a dit, on l'a répété à travers les mois et les années. Le système UMPS apparaît clairement au grand jour. Quand l'un est en difficulté, l'autre vient à son aide pour essayer de sauver les places et les prébendes de ceux qui veulent les préserver. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, nous portons... parlons de prébendes. Est-ce que vous pourriez parler du Family Office du Front National? Parce que ça finit par être agaçant d'avoir un parti qui présente le père, la fille, la nièce, le beau-frère, le gendre. C'est un parti familial. Non, je suis exaspéré d'entendre votre mauvaise foi. Détendez-vous, ça va bien se passer. Il y a de temps en temps des vérités à dire. Vous êtes un family office, vous exploitez la France, vous exploitez un sentiment avec des personnalités qui forment en quelque sorte une phalange solidaire. Je voulais vous le dire. Je comprends que vous soyez un petit peu en difficulté. Je termine. En difficulté, pas du tout. Je suis très heureux. Je ne supporte pas la bêtise et la mauvaise foi. D'accord. Et on arrive à la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Rendez-vous bien sûr demain, 22h, 23h30 avec mon invité pour l'entretien. Ce sera l'écrivain Alexandre Jardin qui est à l'origine d'un mouvement citoyen bleu, blanc, zèbre. À noter aussi vos autres rendez-vous. Demain matin, c'est Territoire d'info avec Luc Châtel, le député Les Républicains de la Haute-Marne. Belle et douce fin de soirée en notre compagnie. Merci à vous.